Rebonjour tout le monde. Maintenant, on va s'attaquer à des plus gros poissons. Parce que les petits poissons, bon, Marc-Alain Lavoie, c'est pas grand-chose. J'avais pensé, faire un autre poisson de Joe l'Indigo, mais il y a déjà tellement de gens qui s'intéressent à le démolir, mais qui n'ont pas d'argument, malheureusement. C'est par rapport à son interview qu'il a faite à la radio hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Et puis, de toutes les erreurs qu'il commet. Fait que là, on va s'attaquer aux vrais gros poissons. Hein? On va s'attaquer aux gros poissons. On va s'attaquer à M. Philippe Guillemont. Puis, je ne l'attaque pas pour le démolir, mais pour arriver à un questionnement. Parce que je pense que c'est ça qui est nécessaire. Et je pense que sa copine elle serait aussi d'accord. Donc, sans plus tarder, je vais partager l'écran. Puis on va écouter. J'écouterai pas au complet parce que ça dure 1 heure et quelques. Donc, ça dure 1 heure et quelques. Donc, là, vous le voyez ici à l'écran. On va le mettre plein écran. Et c'est parti. Un identifiant numérique et on serait très facilement passé à la monnaie. Il n'était pas au départ. Si le Covid avait été 100 fois plus mortel, tout le monde aurait accepté la vaccination, 100% des personnes auraient porté sur eux un identifiant numérique et on serait très facilement passé à la monnaie numérique contrôlante. Mais ça n'a pas marché. Voilà. Le réel n'est pas matériel. C'est-à-dire que les gens sont en train de se rendre compte. Okay. Le réel n'est pas matériel. Là, tu viens de dire une drôle de phrase. On continue. De plus en plus que la conscience n'est pas le produit du cerveau. La conscience, elle est un peu comme un pilote qui pénètre un habitacle. En fait, les preuves existent déjà, mais pour l'instant, elles ne sont pas reconnues par... Il dit les preuves existent déjà, mais elles ne sont pas reconnues. OK, on va voir ça plus tard. La science mainstream, mais parce que la science mainstream, elle est en panne. En plus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que tout le monde a compris que on voulait nous emmener vers un monde complètement inhumain et que ça a créé un effet boomerang, une volonté, une envie générale d'aller vers un monde beaucoup plus humain. C'est-à-dire que ça va avoir l'effet contraire. Les mesures qui ont été adoptées durant la crise et qui sont en échec aujourd'hui ont pu exister à cause du scientisme. Et donc les scientistes ont perdu leur crédibilité aujourd'hui, qui a été trahie. Oh, pardon. La science va avoir besoin de se refaire, parce qu'il existe une vraie science qui a été trahie. Et aujourd'hui, une personne avertie en vaut deux. Hein, donc les gens ont compris qu'on n'allait pas leur refaire le coup. Je suis un ingénieur. Bon, donc là, on va entendre un peu parler de son pedigree. Fait qu'il est ingénieur en physique. Ingénieur physicien, je travaille au CNRS. J'ai fait de l'intelligence artificielle pendant 20 ans. Pas pire. Et ce qui m'a conduit à monter des entreprises. Et puis, en fin de carrière, je me suis remis dans la physique théorique. J'ai écrit 4, bientôt 5 livres sur une théorie de l'espace-temps flexible qui fait un pont entre la physique et la spiritualité. Donc, il va faire un pont, lui, entre la physique et la spiritualité avec 5 livres de physique théorique. Bon, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a un pedigree, puis qui a été à l'école. Donc il a été endoctriné. Et puis, il est d'une génération aussi, puis il va l'expliquer un peu plus tard, comme quoi, quand il était jeune, la mécanique quantique commençait. Et puis, il a commencé très tôt, lui, à s'intéresser à ça. Et puis, il est resté dans ce dogme. Il est resté dans cette doctrine-là. Et puis, on va le voir bientôt. D'ailleurs, mon père, là, j'en parle souvent. Puis, d'ailleurs,
c'est un des plus grands fans, Philippe, là, sérieusement. Tu as un de tes plus grands fans, qui est mon père, et puis qui est un docteur en chimie analytique, et puis qui a enseigné aussi, puis qui a fait de la recherche sur la spectrométrie de masse. Il se connaît en physique, il se connaît dans ces domaines-là. Et puis, quand je l'ai remis en question à propos de la mécanique quantique, il m'a dit, tu sais, Antoine, je pense que tu es en train de toucher à quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais je me pose des questions, puis j'ai raison de douter. Donc, écoutons Philippe. Qu'est-ce qui a fait que j'ai bifurqué dans mon enfance? Puisque dès l'âge de 13-14 ans, je me suis rendu compte que ce qui était enseigné à l'école ne me convenait pas. Ça, c'est normal. J'avais découvert peut-être un peu trop tôt des livres qui m'ont passionné, de philosophie, de mathématiques. J'ai vécu la charnière entre la transition entre les maths anciennes et les maths modernes. J'étais attaché aux maths anciennes. J'ai mal vécu l'arrivée des maths modernes. Les maths, c'est les maths, normalement. Que ça soit maths moderne ou maths ancien, c'est toujours la même chose. Les maths, c'est les maths. J'ai compensé en lisant beaucoup de livres pour savoir, pour comprendre le sens de ce qui était enseigné à l'école. Puis j'ai toujours un peu conservé cette habitude. J'ai appris sur le tas beaucoup de choses. Et puis aussi, dès mon jeune âge, je me suis intéressé à la mécanique quantique, bien sûr, en lien avec la conscience. C'est-à-dire, j'ai été sensibilisé très très tôt, vers l'âge de 16-17 ans, à la question du hasard. À 16-17 ans, mon père me faisait lire Le Cantique des Cantiques. C'est Louis de Broglie, qu'on écrit Broglie, mais que c'est Louis de Broglie. Et puis j'ai commencé, c'est ça, c'était autour de 16 ans que j'ai commencé à m'intéresser aussi à ça. Mais on n'est pas de la même génération, donc probablement qu'on a eu une perspective différente. On continue. Le hasard, est-ce que la conscience influe sur le hasard? Ça, c'est une question que je me posais dès l'âge de 16-17 ans. Donc après j'ai fait ma carrière, j'ai été très créatif durant ma carrière. Cette créativité était tellement importante que, à un moment donné, je me demandais d'où venait... j'ai même remis en question... j'ai cessé d'attribuer à mon intelligence le fait que j'arrive à relever des défis. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était plus la foi et la joie que j'investissais dans mes travaux qui me faisaient réussir, et parce qu'il y avait aussi des hasards. Bon, là, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est ton intuition personnelle. C'est ton intuition personnelle, c'est correct. C'est bien correct. Ça n'a pas besoin d'être la foi ou quelque chose de psychédélique, là. On va voir, on continue. Qui intervenait dans cette affaire, donc c'est revenu. Cette histoire du hasard et de la conscience est revenue. Je me suis mis à élaborer dans ma tête une théorie du temps, avec le vague projet de rédiger un livre à l'époque qui expliquerait le mécanisme des synchronicités. Je me souviens m'être longtemps cassé la tête pour essayer de comprendre les synchronicités, les hasards étranges, les coïncidences. Pendant très longtemps, je me suis cassé la tête là-dessus. Bon, OK. Pour t'éviter de te casser trop la tête sur ce sujet-là, il faut comprendre que les coïncidences, les hasards et la synchronicité, telle qu'expliquée par Jung, Carl Gustav Jung, qui était franc-maçon aussi, hein, qui vient d'une famille de francs-maçons depuis très, très longtemps, depuis son arrière-grand-père et son grand-père aussi, qui s'appelait aussi Carl quelque chose Jung. Ça, c'est tout documenté. On ne sait pas si Carl Gustav Jung lui-même était franc-maçon, mais on sait qu'il a grandi dans ces écoles-là.
Moi, ce que j'ai compris, en fait, de Carl Gustav Jung, j'ai toujours trouvé qu'il était bien mieux que Sigmund Freud. C'est-à-dire que Sigmund Freud, il y avait une blague de Claude Meunier, je crois, qui disait Ah, Sigmund Freud! Ah oui, lui qui a inventé toutes les maladies mentales. Et bien, finalement, Carl Gustav Jung, il était beaucoup en avance sur ce que Freud avait proposé déjà. Et puis bon, on sait qu'ils se sont côtoyés, qu'ils ont vécu ensemble. Il y a un beau film qui est vraiment visuel, puis qui va jamais en substance derrière qu'est-ce qui s'est passé dans la relation entre Freud et Jung. Et puis là, Jung, il tombe sur la synchronicité. D'où l'album de The Police, Synchronicity, qui est un de mes albums favoris. Moi, j'ai été bien gros interpellé aussi par ça, par les hasards de la vie. Et puis, à un moment donné, je suis tombé sur des œuvres de mysticisme, en fait, indien. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a, dans le concept de synchronicité, c'est que, c'est des circonstances, OK, qui sont aléatoires, et puis c'est le hasard de la vie. Mais pourquoi ça t'arrive à toi? Là est la question. Puis, je vais te laisser continuer, puis pourquoi ça t'arrive à toi et dans quelle mesure y a-t-il une responsabilité de l'être? Donc, je vais revenir encore aux écrits mystiques que j'ai lus, et puis parce que la science et le mysticisme et la religion m'ont intéressé depuis mon tout jeune âge. Donc, puis c'est ça, voilà. Donc, on va continuer. Et puis est venue ensuite une épreuve de vie. Et c'est suite à ça que, au moment où je me suis libéré de cette épreuve, que j'ai dit, je vais écrire un livre justement sur ce qui m'avait travaillé toute ma vie, et je vais m'installer en Haute-Provence, etc. Ce livre ayant eu... alors, je vais aussi expérimenter la synchronicité avant de l'écrire. Donc, j'ai élaboré un protocole. Et ça a tellement bien fonctionné que donc j'ai écrit le livre, et ensuite le livre a tellement bien marché que j'en ai écrit d'autres, et ça m'a vraiment là mis sur les rails de ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est-à-dire, et j'ai réussi quand même à publier des papiers, des articles scientifiques. OK. Il a réussi à publier des articles scientifiques. C'est bien ça, c'est bien ça. Les revues, on sait qu'il n'y a pas de biais cognitif dans les éditoriaux de ces revues scientifiques-là. On sait très bien que c'est de la vraie science. C'est de la vraie science. Attends, je vais revenir quelques secondes. Il vient de dire quelque chose un petit peu avant. Et puis est venue ensuite une épreuve de vie. OK, non, juste... oui, non, après ça. Et c'est suite à ça que, au moment où je me suis libéré de cette épreuve, que j'ai dit, je vais écrire un livre justement sur ce qui m'avait travaillé toute ma vie, et je vais m'installer en Haute-Provence, etc. Ce livre ayant eu... alors, je vais aussi expérimenter la synchronicité avant de l'écrire. Je vais expérimenter la synchronicité avant de l'écrire. Bon, la synchronicité, déjà, tout le monde l'expérimente. Okay? Peu de gens la comprennent. Déjà, en partant, toi, tu l'as expérimenté, puis tu as élaboré supposément un protocole pour essayer de documenter ça. Je vais faire une petite référence à un livre que j'ai lu, j'avais 13 ou 14 ans, qui s'appelle Illusion ou les aventures d'un messie récalcitrant, qui a été écrit par Richard Bach, Richard Bach, B-A-C-H. Et puis, les aventures d'un messie récalcitrant, dans ce livre-là, il y a un épisode où il se retrouve... en fait, il rencontre un messie. Il rencontre un être illuminé, le personnage principal.
il rencontre un être illuminé, puis qui est un mécanicien, finalement, qui a décidé d'être un messie récalcitrant, dans le sens qu'il a refusé son rôle messianique, complètement. Et puis, à un moment donné, il explique il dit, OK, ils sont dans un restaurant, il dit, tu vas fermer tes yeux, tu vas essayer de focaliser, puis là, tu vas imaginer une chose. Imagine un objet. Imagine toute sa forme, visualise sa forme, visualise son odeur, visualise sa texture, visualise-la là, dans le plus grand spectre de réalité que tu es capable de projeter avec ton esprit. Puis le maître lui dit, tu vas voir dans les prochains jours, cette chose-là va apparaître. Donc, il se retrouve encore dans le même café à un certain moment, puis il reçoit, je ne sais pas si c'est un berlingot d'un jus ou de quelque chose, où il y a une plume bleue. Et puis là, il dit, maître, c'est la plume bleue, c'est l'objet que j'ai visualisé il y a quelques jours. Et puis, il s'est manifesté, il est apparu. Donc, est-ce que c'est une synchronicité ou est-ce que c'est de la création? Ah ah! C'est là où le bas blesse dans ton explication. Les gens ne sont pas nécessairement prêts à recevoir ça. Il y a un autre manuel qui est intéressant qui s'appelle Manuel de visualisation créatrice, qui donne tout plein d'exercices pour justement visualiser des choses, faire de la visualisation créatrice et puis manifester des choses dans la matière, dans le concret. Fin de la parenthèse. Donc, j'ai élaboré un protocole et ça a tellement bien fonctionné que donc j'ai écrit le livre et ensuite le livre a tellement bien marché que j'en ai écrit d'autres et ça m'a vraiment là mis sur les rails de ce que je suis devenu aujourd'hui. Un vendeur de livres. C'est-à-dire, et j'ai réussi quand même à publier des papiers, des articles scientifiques sur ma théorie. Ah, donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Hein. On peut dire que j'ai élaboré une théorie qui est bien ancrée dans la réalité et qui est scientifiquement solide. Scientifiquement solide. Et ça va aller loin. Bon, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une synchronicité? Alors, qu'est-ce qu'une synchronicité? Alors, une synchronicité, on la définit comme un événement étrange, une coïncidence, on va dire. Coïncidence. Entre deux événements qui n'ont aucun rapport de causalité. Ah, pas de rapport de causalité. Alors, c'est là où tu utilises les bons termes. Parce que ça a un rapport, ça a un lien de causalité, puis c'est quelque chose qui se passe dans le corps causal. Okay? Ça, c'est le résumé de ce que j'ai lu, moi, dans les trucs, dans mes livres de mysticisme. Puis j'en ai fait l'application aussi, c'est-à-dire que le corps causal, c'est le corps de manifestation. Je vais expliquer un peu plus tard là, avec un exercice, puis je l'ai déjà fait dans une autre capsule. On va voir là, à quel point tu es perdu un peu, mon cher Philippe. Faiblement probable et qui résonne avec un état de conscience. C'est-à-dire que c'est un peu comme si la réalité semblait répondre à une problématique ou à une demande. Et c'est une projection, en fait. C'est pas une demande, c'est une projection. Ou à une intention. Voilà. Et c'est souvent d'ailleurs... les coïncidences arrivent souvent, lorsqu'on a une intention d'ailleurs, elles arrivent souvent à plusieurs, successivement. Et si on s'en sert, si on les écoute, ça peut nous amener à changer notre vie. C'est-à-dire que, enfin, moi j'ai vécu plusieurs fois ce que j'appelle des avalanches de synchronicité qui m'ont conduit à, de manière imprévue, à réaliser des choses que je n'avais pas du tout envisagées au départ. Bon, quand il dit le terme avalanche de synchronicité, c'est le continuel présent. C'est il appelle ça l'effondrement de la fonction d'onde. C'est-à-dire que le temps,
Puis c'est ça, toi, en termes, tu étant un physicien, tu es supposément un spécialiste du temps. Donc, si tu es spécialiste du temps, tu es également spécialiste de l'espace. Hein? Parce que les deux, ils sont pas interchangeables, c'est une seule et même dimension. Non, on va continuer à écouter les inepties que tu vas dire. Il reste à peu près 10 minutes à la vidéo, à sa vidéo à lui, parce que je n'écouterai pas 1h13, je vais écouter seulement jusqu'à 17 ou 20 minutes. Partager mes synchronicités. Une synchronicité peut parfois suffire à écrire un livre. Alors c'est difficile de la résumer, surtout que en la résumant, on va l'appauvrir et après ça va être difficile. Vaut mieux donner l'exemple classique de Jung, celui du scarabée d'or, une patiente de Jung qui avait vécu un rêve dans lequel elle avait vu un scarabée. Ouais. Raconte son rêve à Jung et à ce moment-là apparaît ou fait du bruit sur la fenêtre du cabinet un scarabée. Jung va le chercher, le pose sur son bureau devant la patiente et la patiente est tellement impressionnée par le fait qu'elle voit le résultat de son rêve sur le bureau que ça débloque sa thérapie. En fait, elle avait besoin de... Voilà, c'est-à-dire les synchronicités jouent un... OK. Fait que l'histoire du scarabée, OK? Déjà, un scarabée, c'est une représentation de Khépri. Khépri en égyptien, là, qui est le symbole, hiéroglyphique. Khépri, qui est un symbole sacré pour les Égyptiens, qui est un symbole de la conscience, justement. Et puis, probablement que Gustav Carl Jung, il a fait une analyse de ça au niveau symbolique. Sauf que la réalité, c'est que quand cette femme-là, elle a vu le scarabée sur le bord de la fenêtre, elle a sûrement dit « Hosanna, c'est un miracle! » C'est un miracle. Donc, le problème avec la synchronicité, Carl Gustav Jung, c'est que c'est une déresponsabilisation du corps causal, de notre conscience causale. Alors, quand on dit c'est un miracle, c'est Dieu qui a fait apparaître, le scarabée. Alors que ce n'est pas Dieu, c'est le corps causal de cette femme-là. Ces projections qui se sont élevées jusque dans le corps de manifestation, le corps causal. Okay? Fait que c'est de cause à effet, et puis c'est... Bon, on n'est pas capable de le prouver scientifiquement jusqu'à date, mais je pense que d'établir un protocole pour définir quel est le pouvoir de manifestation de l'être humain, avec des gens qui sont déjà éveillés et qui ont déjà cette capacité-là de vivre dans le continuel présent, puis dans une manifestation permanente de cette conscience-là. Bon, je ne veux pas vous perdre là avec moi. On va continuer. Un rôle pour modifier quelque chose dans la vie de la personne qui les vit. C'est ça l'essentiel du message. C'est pas qu'il y a... Non, c'est pas ça. Elles contiennent un message parce que la personne s'est préparée à changer quelque chose dans sa vie. Bon, c'est un message entre toi et toi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas un message de Dieu, ce n'est pas un message des anges, c'est ton corps causal. Puis, tout l'édifice de la synchronicité se base sur la déresponsabilisation du corps causal, puis de notre capacité créative. Alors que je les interprète comme une influence d'un nouveau futur. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle si importante? Aujourd'hui, je présente les choses d'une manière un petit peu différente. En parlant de vibration plutôt que parler d'intention. C'est-à-dire que au départ, la théorie de la double causalité ou flexibilité de l'espace-temps, c'est l'idée que nos intentions provoquent dans le futur des effets qui deviennent les futures causes d'effets dans le présent. C'est-à-dire que la causalité fonctionne à double sens. Bon, OK. Là, j'ai déjà expliqué. Si la causalité fonctionne à double sens, ça veut dire qu'il y a du temps futur qui s'en vient vers le présent, puis du temps passé qui s'en vient aussi vers le présent, puis les deux se rencontrent
perpétuellement dans le perpétuel présent. OK? Fait qu'il y a seulement un temps. OK? On n'a pas besoin de se casser la tête. Il y a seulement un temps. C'est les deux temps qui se rencontrent. Il y a comme une force centrifuge et centripète qui viennent s'annuler dans le moment présent, là, qui viennent s'équilibrer puis qui viennent se manifester dans le moment présent. Ça, c'est un petit peu... on dirait que les physiciens ils ont de la difficulté à comprendre ça. Il faudrait étudier Victor Schauberger et puis Walter Russell, ainsi que il y a Ernest Mach, qui est intéressant aussi par rapport à ça. Bon, là, on est dans la physique, on va continuer avec son verbiage. Et ensuite, j'ai parlé d'excitation du vide. OK, l'excitation du vide. C'est quoi l'excitation du vide? Il y a une vidéo qui s'appelle Extended Michelson-Morley Experiment qui démontre que quand on utilise un interféromètre de Michelson-Morley et puis qu'on le fait tourner de façon verticale, il y a une variation entre les lignes d'interférence, entre les patterns d'interférence de l'expérience de Young, les fentes de l'expérience de Young. Donc, ce qui finalement prouve la théorie de l'éther, parce que quand Michelson-Morley l'ont fait, cette expérience-là, puis on a fait des recherches dessus, mon père et moi, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas assez d'informations pour déterminer que l'éther n'existe pas. Donc, fort probablement, avec cette expérience-là d'un jeune, ça s'appelle Extended Michelson-Morley Experiment. Ça dure à peu près 8 minutes. C'est suffisant pour comprendre que l'excitation du vide, ce n'est pas l'excitation du vide, c'est l'éther. Et puis l'éther il est constamment en relation avec nous. Là, quand tu parles de vibration, on va en reparler, là, mais je vais te laisser continuer. En parlant de ce que provoque l'intention dans le futur. L'excitation du vide, pourquoi? Parce que nos intentions, pourvu qu'elles soient réellement authentiques, hein, qu'elles viennent du soi, viennent exciter un nouveau potentiel qui existe déjà, mais ce potentiel a besoin de recevoir de l'énergie en quelque sorte. Ouais. Et donc nos intentions excitent de nouveaux potentiels qui ont un effet rétroactif dans le présent, et c'est ça qui engendre les synchronicités. Mais maintenant, je préfère parler de vibration, parce que c'est véritablement la vibration du cœur, hein, la vibration émotionnelle, qui engendre cet effet d'excitation du vide. C'est-à-dire qu'en fait, nous vivons dans un multivers de possibilités. Un multivers. Déjà, là, tu te gourres, là. Tu es complètement dans le champ. Il n'y a aucune démonstration, il n'y a aucune preuve de réalité parallèle, de multivers. Il n'y a rien de ça qui est démontré. Okay? Normalement, tu es un physicien, toi, tu devrais être un peu solide là, sur ton sujet. Okay? On va arrêter le cabotinage. Attends, je vais reculer parce que je viens de perdre mon idée. Ah non, pas au début. Putain, attends. Ah, je pense qu'on est correct. Véritablement la vibration du cœur, hein, la vibration de... OK, la vibration du cœur. La vibration du cœur, en fait, c'est l'emphase. Tu sais, dans la musique, par exemple, tu as la tonalité, tu as l'emphase, tu as la durée, puis tu as la rythmique. Hein? Fait que le cœur, il nous donne l'emphase, c'est-à-dire le volume, la puissance. Fait que quand on a une émotion, l'émotion, l'intelligence émotionnelle fait qu'on va dégager beaucoup plus d'énergie. Et puis là, ensuite, c'est de canaliser cette énergie-là. Okay? Fait que l'idée, c'est de prendre cette énergie-là, de l'envoyer dans le hara, okay? Puis de la faire remonter jusque dans le troisième œil pour la projeter dans le corps causal volontairement avec une visualisation.
pour donner de la force à cette visualisation-là qui va nous permettre de manifester des choses dans la matière. Je ne sais pas si c'est complet, là, mais c'est assez simple, en fait. C'est assez simple. Tout le monde a ces capacités-là. Émotionnel qui engendre cet effet d'excitation du vide. C'est-à-dire qu'en fait, nous vivons dans un multivers de possibilités, de lignes temporelles, de lignes de temps. Bon, là, vraiment, là, plusieurs lignes de temps. S'il y a quelqu'un qui est capable de démontrer ça, s'il y a un seul physicien qui est capable de prouver ça, pas un théoricien là, qui fait des chiffres là, puis qui gratte du papier, là. Si quelqu'un est capable de me démontrer qu'on est dans un multivers, je suis preneur. Je suis preneur. Je vais faire un gros mea culpa, comme quoi je me suis trompé. Et il y a une ligne de temps qui est notre futur actuel. Et si rien ne se passe, on va rester perpétuellement sur cette ligne de temps. Mais si on s'ouvre aux possibilités si on s'ouvre à l'étrange, si on s'ouvre à l'imprévisible, si on s'ouvre à l'opportunité, si on s'ouvre au kéros, ce fameux kéros, ce messager de la cause future, on va pouvoir saisir les moments où on peut changer de ligne. Et ça se produit lorsque, effectivement, on a préparé quelque chose, on a vibré en soi la potentialité d'un nouveau futur, et à ce moment-là, les hasards qui peuvent nous conduire vers sa réalisation voient leur probabilité augmenter. C'est ça qui crée les coïncidences étranges. Et boy, hein? Il y a une belle façon d'expliquer quelque chose de simple de façon compliquée. Quand tu dis qu'on va vibrer quelque chose pour le créer, ce que ça fait, c'est la résonance, c'est par la résonance harmonique. Il n'y a rien de quantique là-dedans. Là. Il n'y a rien de quantique, c'est la résonance harmonique. Si tu fais vibrer une corde de guitare, puis tu te rends compte que ça fait vibrer une autre corde ou que ça fait vibrer toute la caisse de résonance, comme sur ma guitare, c'est le si. Mon si, il est tuné, puis il fait que toute la caisse de résonance de ma guitare est en vibration. Je n'ai pas besoin de toucher à la caisse de résonance, je fais juste pincer une corde, puis là, elle a un effet de résonance harmonique qui se propage, puis qui va faire vibrer les cordes qui sont harmonisées avec elle. Fait que c'est ça, la vibration, c'est la résonance harmonique. Il n'y a rien de quantique là-dedans. Et donc les synchronicités. Qu'est-ce que l'intelligence intuitive intra- et extra-neuronale? Oui, alors ça, c'est parce que la conscience n'est pas le produit du cerveau. La conscience, elle est un peu comme un pilote qui pénètre un habitacle. Donc l'habitacle, la conscience, lorsqu'elle est dans le cerveau, lorsqu'elle est prisonnière du cerveau, tout donne l'impression effectivement qu'elle est produite par le cerveau, mais il subsiste une partie de la conscience qui n'est pas souvent inconsciente, mais pas nécessairement. Ben oui, elle est inconsciente. Elle est inconsciente, je veux dire, chez la majorité des gens qui ont refusé de prendre la responsabilité de leur conscience énergétique et de leur corps énergétique. Ça, c'est vraiment la base. J'avais raconté une petite anecdote. Quand j'étais adolescent, je fermais les yeux, puis j'allais dans les bibliothèques, puis je mettais mes doigts comme ça dans chaque rangée. Puis là, je sentais, en avançant dans la rangée, que j'ai un picotement dans telle main. Fait que là, je ralentissais, puis je regardais. Puis là, je mettais ma main. Et puis je touchais pas au livre. Je touchais l'énergie des livres. Puis, paf, à un moment donné, j'avais un picotement. Là. Je le prenais. Puis, je regardais le livre. Je faisais comme le petit chinois dans ma petite vidéo que j'avais partagée. Là, il tourne les pages, puis il prend l'information, il la met dans son cerveau. Il tourne une page, il prend l'information, il la met dans son cerveau. Il tourne une page,
il prend l'information, il la met dans son cerveau. Fait que ce que je faisais, je prenais ces livres-là, puis là, je faisais juste flipper les pages, je tournais ça rapidement, je lisais pas. Puis je mettais toute cette connaissance-là, parce que je savais que mon inconscient était capable de tout enregistrer, toute l'information qui était dans ça. Et puis, j'ai fait un pacte avec mon inconscient pour que mon inconscient me distribue cette information-là au compte-gouttes, au moment où j'en aurais besoin. Et puis, c'est ce qui fait un peu que des fois, on sait des choses qu'on ne savait pas vraiment. Et puis, quand on a une vision par rapport à ça, et puis ça nous remet dans une espèce de... En fait, ça nous remet dans une cohérence. Ça nous remet dans une cohérence parce qu'il faut faire un deal avec l'inconscient, puis arrêter de s'en déresponsabiliser. Récemment, je revoyais une autre fois Inception, où il y a une scène où DiCaprio est avec Ellen Page, et puis ils sont dans un système d'entraînement de rêve, et puis il dit, ben là, tout le monde va se retourner contre toi si tu changes trop de choses dans l'architecture du rêve, tout le monde va se retourner contre toi. C'est mon inconscient, tu sais, qui est comme des globules blancs qui vont essayer de phagocyter ta présence parce que tu déranges. Et puis elle dit, ouais, mais c'est pas grave, ça. Il dit, ouais, mais je te le dis tout de suite, là, moi, je peux pas contrôler, c'est mon inconscient. Ben, c'est là l'erreur. C'est là l'erreur. C'est que notre inconscient, on peut le contrôler. Si on le comprend, si on sait c'est quoi le modus operandi de l'inconscient, quand on dit l'inconscient, là, c'est justement, c'est tous les corps énergétiques. C'est toute la partie de la conscience qui semble ne pas nous appartenir, puis dont on n'est pas responsable. On n'est pas responsable de ça. Ben non, ben non. Alors, moi, ce que je préconise, c'est d'apprendre à se responsabiliser de ça en faisant certains exercices pour en prendre conscience, justement. C'est un peu comme les messages subliminaux dans les films, par exemple. Les messages subliminaux dans les films, ils rentrent dans l'inconscient, mais le conscient s'en rend jamais compte. Tandis que si on apprend tous les symboles cachés, si on apprend toutes les subtilités qui sont incluses dans le cinéma, on regarde un film et puis on voit tout de suite, ah, il y a tel symbole, ah, il y a telle chose, il y a telle situation, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Puis comme ça rentre dans notre conscient, ça ne rentre pas dans notre inconscient. On n'est pas victime. On n'est pas victime de ça. J'ai fait une vidéo qui s'intitule Le jeu du cinéma, qui est disponible sur Rumble. Je ne sais pas si elle est disponible sur YouTube, mais allez voir mon channel là-dessus. Vous allez découvrir plein de choses. Fait qu'on va continuer à écouter Philippe. Merci Philippe. On parle souvent d'état de conscience modifié. En général, c'est parce que justement, une partie de la conscience n'est pas tout à fait est restée, on va dire, à l'extérieur. C'est une façon de parler. Et la conscience hors du cerveau, elle est de nature vibratoire. C'est-à-dire que la conscience hors du cerveau est de nature vibratoire. Ça, je suis 100% d'accord. En fait, toute la conscience est de nature vibratoire, sauf que lorsqu'elle est prisonnière du cerveau, elle est obligée de fonctionner de manière analytique. C'est le mental qui règne. L'intellect. C'est l'intellect. Donc, il faut utiliser les bons termes. C'est pas le mental, c'est l'intellect. Il y a des doctrines assez intéressantes, comme quoi il y a 4 niveaux mentaux en Inde. Par exemple, Manas, c'est quoi? Oh, je me rappelle plus des 4, là, mais Sadhguru, il en parle un peu. On va continuer. Et la partie de notre conscience qui subsiste en dehors du cerveau, c'est la partie, donc, ce que tu disais, c'est la conscience extraneuronale, intuitive, vibratoire. Elle est vibratoire. Pour transporter l'intuition, il faut une vibration. Ouais. Il n'y a pas de temps hors du cerveau. Le temps est fabriqué par le cerveau. Non. Donc il ne peut pas y avoir de fonctionnement linéaire, analytique.
Non, non. Non, non, non. Le temps n'est pas créé par le cerveau, le temps il est perçu par le cerveau. C'est le principe de l'observateur. C'est justement ce que tu devrais dire, étant donné que tu es un physicien quantique. L'observateur est très important, hein, selon votre théorie. Avec une logique rationnelle, etc. Tout est en dehors du cerveau, toute connaissance apparaît instantanément, toute connaissance est ressentie. Il n'y a pas de raisonnement. Tout fonctionne par le ressenti. Et ce ressenti, il est à double sens. C'est-à-dire qu'on peut capter des informations, mais on peut aussi émettre des informations. Et c'est de nature vibratoire. C'est-à-dire... Là, il vient de dire quelque chose de très important. C'est-à-dire que la conscience du corps causal il est autant au niveau émetteur qu'au niveau récepteur. C'est pas pour rien que mon nom c'est Antenne La Fortune, parce que j'émets et je reçois. Puis tout le monde émet et reçoit aussi. Donc, pour être conscient de ce qu'on émet, plus on est conscient de ce qu'on émet, plus on est sensible à ce qu'on reçoit. Et plus on est... écoute, moi, j'avais mon ami qui venait, là, il était rendu au pont là-bas, puis j'étais assis ici, puis je me disais, ah, il y a Geoffrey qui s'en vient. Il y a Geoffrey qui s'en vient. Puis il y avait un autre ami qui était avec moi, tu sais. Et puis, ça a pris peut-être 3, 4, 5 minutes maximum, le temps qu'il traverse le pont, et puis qu'il arrive ici, puis toc, 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 ça cogne à la porte. C'est Geoffrey. T'sais. Fait que c'est pas une synchronicité. Je l'ai senti. Je l'ai senti parce que j'ai développé cette sensibilité-là dans le corps causal. C'est-à-dire qu'on a la richesse d'un ressenti peut se symboliser par un signal multidimensionnel, on va dire. Multidimensionnel. Comme un timbre musical, par exemple. Ou un timbre musical, voilà. C'est pas multidimensionnel, c'est de la résonance harmonique. Orchestre, instrumental. Donc on a là un signal, c'est vibratoire. Et ça, donc il y a une richesse spectrale. Et cette richesse spectrale peut aussi bien être captée qu'être émise. Et lorsqu'on émet cette richesse spectrale qui peut contenir une intention, lorsqu'on l'émet, on va exciter le futur correspondant à cette richesse spectrale. Donc ça va être un peu, on va l'énergétiser par résonance. Et du coup, résonance harmonique. comme on va augmenter sa potentialité d'être, sa probabilité d'exister, ça va augmenter la probabilité des hasards qui vont nous mener à destination. Et donc, c'est ça qui va provoquer. C'est pas des hasards. C'est pas des hasards. Philippe, responsabilise-toi. Pourquoi est-ce que Lucie est venue ici? Pourquoi est-ce que je l'ai rencontrée? Pourquoi est-ce que je parle de ça avec toi? Pourquoi est-ce que mon père est aussi un de tes fervents disciples? Pourquoi? Tu sais? Il n'y a pas vraiment de question. Tout devient des réponses. Quand tu es dans un continuum, un continuum où tu te responsabilises de tout ça, c'est... Bon, je ne ferai pas comme Guy, là, comment est-ce qu'elle s'appelle? Ghislaine Langto? Guylaine Langto? Ou Ghislaine? En tout cas, je ne sais pas. Elle qui prétend être une divinité, tu sais, puis qui se responsabilise de sa divinité. Je trouve ça bien comique, tu sais. Je trouve ça bien comique parce que on dirait que l'expérience n'est pas là. On dirait que c'est juste comme une espèce c'est une psychose. C'est une psychose. Tu sais. Tandis que quand on comprend réellement les phénomènes qui sont en jeu, c'est plus une psychose. Tu sais, c'est plus une psychose. Donc, il s'agit de... Ouais, c'est ça, comme tu dis, suivre ses intentions. Puis, je ne remets pas en question 100% de ce que tu dis. Ce que je remets en question surtout, c'est ton langage. Que tu complexifies la patente pour quelque chose qui est très simple.
qui est inscrit dans la mémoire de l'humanité depuis toujours, et puis qui est dans toutes les cultures, qui est dans toutes les cultures. Donc, on est à 13h56, je vais te laisser jusqu'à 15 minutes. Tiens. Les coïncidences étranges. Coïncidence étrange. Est-ce que c'est un phénomène qui fonctionne de manière collective aussi? Alors oui, bonne question. Je pense que ça a fonctionné de manière collective justement durant cette fameuse crise du Covid, puisque c'est le but, c'est le sujet de mon dernier livre, Le grand virage de l'humanité, c'est justement de le décrire, de décrire cette synchronicité collective, si on veut. C'est-à-dire que selon moi, le Covid a agi comme un hasard, bon, qui n'en est pas tout à fait un, on est d'accord, mais quand même, qui a fait bifurquer l'humanité dans une autre direction que celle qu'elle aurait pris sans crise Covid. C'est-à-dire que normalement, on serait allé naturellement vers une société transhumaniste, puisque rien n'aurait arrêté le train fou de l'Occident vers ce progrès qui nous conduit vers une intelligence artificielle qui au départ nous apporte de grands services, mais qui ensuite devient peu à peu contrôlante. Et ce qui s'est passé avec la crise Covid, c'est que les applications négatives de l'intelligence artificielle sont apparues avant les applications positives, et donc ça nous a envoyé un signal d'avertissement. Attention, on a su trop tôt, suffisamment tôt, pas trop tôt, au contraire, juste à temps, le danger que représentait l'intelligence artificielle avec la monnaie contrôlante qui allait suivre, parce que supposons qu'il n'y ait pas eu de crise Covid, serait apparu le grand marché des objets connectés qui d'ailleurs avait commencé à apparaître et qui peinait à s'expanser, mais normalement les applications positives de l'IA, on aurait dû les vivre actuellement. Normalement. Vous portez sur vous un identifiant numérique. OK. Ben, justement, les effets positifs de l'intelligence artificielle, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup mieux, c'est-à-dire de mettre des codes QR sur tous les pédophiles, de monitorer tous les prédateurs, d'utiliser l'intelligence artificielle pour buster tous les paradis fiscaux puis l'évasion fiscale. Je pense que ça va être assez pour Philippe. Ça va être aussi, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est pas de la théorie, là, c'est quelque chose de réel. Et puis, ça va très, très vite. Moi, j'étais à l'affût de ça depuis longtemps, ayant mon frère qui travaillait pour Element AI sous la direction de Yoshua Bengio, qui est un mondialiste qui fricote avec Yuval Noah Harari, puis avec le Forum économique mondial. Et puis, j'étais déjà à l'affût de ça au départ, avant même la crise, que la crise apparaisse en 2020. Donc, c'est ça. Ben, je vous invite, pour finir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, Antoine Lafortune. Vous allez trouver plus que 350 vidéos gratuitement qui parlent de toutes sortes de choses avec des personnages un peu loufoques aussi. Wakinagan, Monsieur VIP. Donc, il y a aussi un brin d'humour dans ça. Puis, il y a beaucoup de transmission de connaissances. Bon, effectivement, c'est mes opinions, puis c'est un peu ma vision de la réalité. Donc, je vous invite à aller voir. Sur mon compte Facebook, Antenne La Fortune, vous cliquez sur vidéo et puis vous allez voir toutes mes vidéos. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. La qualité n'est pas toujours très probante. Et puis, je ne fais pas beaucoup de montage. En réalité, généralement, j'improvise. Donc, ben voilà. C'est ce qui conclut un peu mon analyse du début de la vidéo de Philippe.
Je l'aime beaucoup quand même, Philippe. Je trouve qu'il amène quelque chose, mais il induit en erreur, lui aussi, de la même façon que je débunk. Je me suis attaqué au gros poisson, je me suis attaqué à Jean-Jacques Crèvecoeur avec véhémence, je dirais, vraiment. Jean-Jacques Crèvecoeur, il m'a vraiment mis en colère avec les faussetés de pensée magique puis de toutes ces choses-là, parce qu'il ne comprend pas les phénomènes. Il ne comprend pas les phénomènes, puis il vend de la conscience. C'est un vendeur de conscience. Philippe Guillemot, il a au moins la noblesse de cœur de ne pas monétiser, sauf en vendant des livres, là, parce que oui, c'est un vendeur de livres. On ne peut pas y enlever ça. Moi, je ne demande pas une scène. Je ne demande pas une scène. Je ne suis pas amer par rapport à ça. J'ai vécu dans la pauvreté toute ma vie. Et puis, c'est ça, on arrive bientôt à 1 heure de stream. Fait que je pense que débunker ces gens-là, débunker ces idéologies-là qui circulent en parallèle, tu sais, qui sont... est-ce que c'est valide? Tu sais? Est-ce que c'est valide? Donc, posez-vous certaines questions. Essayez de vous informer le plus possible. Je ne dirais pas faites vos recherches parce que vous allez vous perdre. J'ai des playlists sur mon profil YouTube qui peuvent vous indiquer certaines choses. Puis, on ne sait pas. Peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule à un certain moment. Peut-être que je vais changer d'opinion. Et puis, jusqu'à ce moment, je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée pour ceux qui regardent en rediffusé. Merci. Bonjour.